Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à cette soirée littéraire co-organisée avec la librairie Page et Plume. Nous avons l'extrême privilège ce soir d'accueillir le romancier et éditeur Adrien Bosc. La soirée va se dérouler en 3 temps. Tout d'abord, nous allons évoquer le dernier ouvrage d'Adrien Bosc qui s'intitule Capitaine. Ensuite, Sébastien reviendra sur le travail d'éditeur d'Adrien. Et dans un 3e temps, vous aurez la possibilité de poser des questions. J'espère que ce programme vous convient. Nous allons tout de suite commencer donc par le roman. Donc Adrien Bosc, vous êtes l'auteur de 2 romans remarqués, Constellation et Capitaine. Constellation a reçu le prix du roman de l'Académie française. Et Capitaine vient juste de paraître. Alors, 2 histoires de traversée, en quelque sorte. Dans Constellation, vous relatez le crash de l'avion Constellation dans les Açores le 27 octobre 1949. Dans cet avion qui assurait la liaison Paris-New York se trouvaient 37 passagers, dont Ginette Neveu et Serda. Et vous avez cette particularité d'évoquer un événement historique tout en revenant sur le destin individuel des personnages. Et dans Capitaine, vous adoptez la même démarche, puisque là, il s'agit d'un navire qui quitte Marseille le 24 mars 1941, avec à son bord l'ensemble des réprouvés de la France de Vichy, des exilés qui fuient l'Allemagne nazie. Donc cet ouvrage est particulièrement passionnant, puisque dans ce navire qui est quasiment une épave, très vite les passagers vont le surnommer Pauvre Merle, puisque c'est le navire Paul Lemerle. Et donc là, on retrouve des personnages absolument fascinants. André Breton, Anna Segers, toute une série d'intellectuels qui ont été contraints de quitter la France. Et ce passage résonne particulièrement avec l'actualité d'aujourd'hui. Peut-être que vous reviendrez là-dessus. Et effectivement, on aurait tendance à penser que lorsque ces réprouvés quittaient la France, s'ils réussissaient à avoir un bateau, on pouvait penser qu'ils étaient sauvés. Loin de là, puisque on verra qu'ils ont navigué dans des conditions extrêmement dégradées. Et vous évoquez, on y reviendra, le passage où ils sont à l'arrivée en Martinique, incarcérés dans un camp, puisque en Martinique, il y avait aussi la France de Vichy. Alors c'est extrêmement passionnant, puisqu'on voit dialoguer Claude Lévi-Strauss avec Breton qui rencontre Césaire. C'est un livre extrêmement dense. Et j'aurais tendance à dire que vous... en fait, c'est un livre de fiction, on est d'accord, c'est un roman, mais il y a une visée vraiment historique. Et l'intérêt des livres d'Adrien Bosc, c'est d'évoquer des événements historiques, mais en parlant de la petite histoire, en reconstituant ces destins qui sont absolument méconnus. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est comment est née l'idée de ce roman? Je crois que c'est lié à la découverte d'une photographie. Pouvez-vous nous en dire davantage? Bonsoir, merci d'être présent et merci pour la présentation. C'est effectivement le projet. Vous avez parlé de, en quelque sorte, plusieurs traversées, et c'est bien ce qui est au cœur de ce projet-là, qui, avec Capitaine, est le volet central, en tout cas Capitaine, d'un cycle, un cycle de 3 traversées, ce qui peut donner cette impression d'une expérience qui se prolonge, celle d'évoquer, de raconter, de re-raconter
un événement historique qui a comme véhicule ce huis clos historique, soit dans un avion, soit dans un bateau. Mais d'emblée, la volonté était d'inscrire une sorte de récit à nouveau de cette partie du siècle, partant de 1949, de l'immédiat après-guerre, et allant à rebours pour ce volet en 1941, puis un peu plus loin encore pour le dernier volet. Aussi parce qu'un huis clos dans ce qu'il a en tout cas de promiscuité, mais aussi de composition, c'est-à-dire ce nombre de personnages qui se retrouvent malgré eux, assemblés dans ce bateau par les aléas de l'agonie, soit parce qu'on pourrait appeler dans le Constellation un heureux hasard. Alors c'est bizarre de dire un heureux hasard quand on sait la fin tragique du Constellation, qui est donc, comme vous l'avez dit, un vol tragique qui s'est... une liaison transatlantique qui s'est terminée sur le mont Redondo et dans un crash à ce moment-là, en 1949. Quand on parle de heureux hasard, c'est aussi parce qu'à ce moment-là, de l'ensemble des passagers, aucun n'a la prescience, évidemment, de la fin qui sera la sienne. Nous n'en avons, nous, lecteurs, presque la connaissance avant même de commencer, pour ceux qui connaissaient l'histoire, le fait que cet avion avait fini d'être surnommé l'avion dans lequel est mort Marcel Cerdan, au point de rendre anonyme l'ensemble des passagers. Ces 49 passagers qui étaient rassemblés dans ce tombeau d'acier, en un sens. Mais sur le moment, ce qui gouvernait à leur destinée était une forme de heureux hasard, d'optimisme forcené. On y trouvait alors évidemment Cerdan, évidemment Neveu, les illustres personnages, ceux qui, au lendemain du drame, étaient en une, surtout Cerdan des journaux, Neveu également parce que c'était cette grande violoniste de l'après-guerre, même si sa mémoire peu à peu a disparu, mais aussi des anonymes, comme vous l'avez dit, qui ont chacun leur histoire, leur grande histoire, au point où on pouvait parler de ce hasard heureux, au sens où s'y trouvait cette jeune bobineuse de Mulhouse qui, à la suite d'un héritage, prenait pour la première fois l'avion, allait rejoindre Boston, où elle deviendrait directrice d'une usine de Banilon, des hommes comme ces bergers basques qui étaient engagés dans les fermes américaines, et c'était de raconter cette histoire, et évidemment de questionner au travers de cette histoire, de ne pas uniquement faire le compte-rendu de ce qui a existé, mais que chaque personnage, à travers la description, l'aspect presque de nouvelles que comporte leur vie, de nouvelles au sens du genre littéraire, on pourrait dire de nouvelles ou de tombeaux, et bien de raconter quelque chose du destin, de raconter quelque chose du hasard. Un livre pour Constellation qui commençait, en tout cas pour son exergue, par une phrase de Tabouki. Cette phrase disait la combinaison de quelques mots suffit parfois à orienter notre vie. Et le livre entier questionne cette idée-là. Quelle est la combinaison de quelques mots, quelle est la combinaison de quelques faits qui pour chacun a gouverné, en tout cas ce choix qui n'en est pas un, qui ne devient fatal qu'après coup, d'avoir pris à de gauche plutôt qu'à droite, d'avoir choisi de prendre un billet ce jour-là, ou pour ceux qui ont été sauvés, d'avoir accepté de sortir de l'avion au profit, par exemple, de Cerdan qui faisait valoir ce jour-là son droit de priorité. Évidemment, on n'est pas là pour parler de Constellation, mais c'était pour rappeler que cette image de 1949, de ce heureux hasard, et de cette fin qui est dramatique, à l'inverse, dans Capitaine, c'est une Europe en feu, c'est une Europe de réfugiés, de réprouvés de la France de Vichy, comme vous l'avez dit, qui se retrouvent par les aléas de l'agonie regroupés sur le pont d'un bateau. Et effectivement, c'est une photo qui traduit ça. Lorsque je m'intéressais à cette période, avec le souhait d'écrire sur ce Marseille des années 40, ce Marseille où
juste avant la collaboration la plus active, l'Europe entière, acculée au port, tente de s'exiler, tente de fuir la France, soit via l'Espagne en passant en allant jusqu'au port portugais, soit en partant de Marseille par les quelques bateaux qui, à ce moment-là, pouvaient partir. C'est une période qui est assez connue de l'histoire littéraire parce que, effectivement, l'Europe entière culturelle se retrouve coincée et crée une sorte de promiscuité, de densité d'illustres personnages qui étonnent. Et on sait qu'André Breton est là, on sait que le philosophe Walter Benjamin est là, on sait qu'Anna Segers est là, on sait que Hannah Arendt est là. Et donc, comme si à chaque coin de rue se trouvait quelque chose de notre histoire intellectuelle, mais aussi des histoires de sauvetage, de fatalité, de choix qui sont toujours pris dans l'urgence et avec le risque que comportent ces décisions-là au carrefour d'une vie. Pour m'y être intéressé, l'écueil, si vous voulez, c'était de ne pas faire un livre sur le Marseille 40, là où toute une littérature existe, tout comme toute une littérature existe du New York qui a accueilli les surréalistes ou qui a accueilli l'histoire, ces réfugiés. Mais ce qui restait comme un point aveugle dans l'histoire, c'était justement ce transport, c'était justement ce chemin de l'exil et ce passage en bateau, ce périple, cette odyssée qu'on pourrait appeler ainsi, c'est tel que Anna Segers l'appelle, du capitaine Paul Lemerle, d'abord cabotant le long des rives espagnoles, puis prenant la haute mer, et effectivement, comme vous l'avez dit, ensuite arrivant dans une Martinique plus vichiste que la France de Vichy, et qui raconte ce qu'a pu être Vichy sous les tropiques. Et m'intéressant à ce moment-là, je suis tombé sur cette photo, très précisément, qui est une des photos uniques, finalement, que nous avons de cette traversée. Il en existe deux, elles sont du même photographe, qui s'appelle Robert Loewenstein, et ces deux photos sont au mémorial de l'Holocauste à Washington. Elles sont en ligne. Lorsqu'on s'intéresse à cette histoire, c'est les premières images qui apparaissent, si vous voulez, quand on cherche sur n'importe quel moteur en ligne, ces photographies avec des photographies du bateau lui-même, du pauvre Merle, du Paul Le Merle, de tel qu'il le décrivait les passagers, cette boîte de sardines avec un mégot collé dedans, c'est-à-dire vraiment effectivement une épave qui n'avait pas la capacité d'accueillir 250 passagers, il n'avait que quelques cabines, le reste était des cales aménagées pour les besoins de la traversée et à la va-vite en dortoir. Mais existait donc cette photographie qui raconte le projet aussi qui est au cœur de ce cycle-là, d'aller vers chaque individu et de re-raconter ou d'essayer de découvrir la grande histoire derrière chaque visage. Et d'essayer à travers presque cette expérimentation dans Constellation, c'était de prendre une liste de passagers et d'en faire presque l'expérience que forcément, à partir du moment où on tend l'oreille à une histoire, en sort une grande histoire, parce que, partant du principe que la vie est toujours surprenante, mais que la réalité est toujours plus inventive que la fiction, qu'il y a une force comme ça de révélation, une force d'invraisemblance même au cœur du réel. Et cette photographie, j'en reconnaissais certains visages en fait en regardant immédiatement, peu de visages, mais tout à gauche, c'est Victor Serge qui est qui est une figure incontournable de révolutionnaire, effectivement à la fois anti-stalinien et puis grand écrivain, puisque nombre de ses textes, à la fois textes de théorie, mais textes romanesques aussi, qui ont été alors publiés aussi pendant la guerre, mais après-guerre aussi beaucoup par certains éditeurs, dont Emmanuel Mounier, par exemple, et la revue Esprit. Et puis, juste à côté, vous avez, et ça, je l'ai reconnu qu'après, la femme d'André Breton, qui, comme l'a coupé par un trait de lumière, qui est plus une surexposition lors du tirage, et c'est Jacqueline Lamba. Et puis, la tête qui dépasse, c'est Wilfredo Lam, le peintre. Et
certains des visages, je les connaissais. Pour le reste, c'était de simples inconnus, si vous voulez. Mais c'est souvent, dans ces histoires-là, ce qui me passionne, c'est d'aller un peu plus loin et d'essayer de dépasser effectivement la manière de raconter unique, qui serait de dire c'est ce bateau qui est raconté par Lévi-Strauss, c'est ce bateau qui est raconté par Breton, mais d'aller raconter ce qui se trouve derrière l'image. Et pourquoi la photographie et pourquoi je l'expose au début comme presque le déclencheur, c'est aussi parce que par cette absence d'image, il n'existait que ces deux images. C'est là où le roman a pu se glisser, c'est dans ce point aveugle. C'est parce que pendant toute une traversée qu'on peut fantasmer, dont on a quelques écrits, quelques comptes rendus, eh bien, on sait que c'est passé 30 jours avec des personnages aussi étonnants et que dans ce point aveugle, peut-être la fiction, peut-être le roman peut se glisser, prendre le relais sans mentir, sans changer la réalité, mais en venant au secours finalement de cette absence et de ce manque qui est aussi l'absence d'image et l'absence parfois de compte-rendu de l'intégralité de cette traversée. Vous réalisez un travail de recherche historique très poussé. Il y a d'ailleurs un passage dans Capitaine, je vais vous en lire un extrait, où vous dites « Je ne sais pas ce que précisément j'aime dans l'archive. Est-ce le bruit des documents que l'on manie, l'odeur forte du papier tassé et confiné, ou l'impression d'être en présence, par effraction, de traces d'un passé qui n'aurait pas dû nous parvenir, privé ou public, et qui, à l'instant de leur rédaction, notes de service ou correspondances administratives ont été accumulées par respect de la réglementation, habitude ou folie du classement, en prévision de la réfection d'une toiture ou de l'agrandissement d'un terrain, mais jamais celle farfelue d'écrire un roman. » Vous avez répondu en partie à ma question suivante, mais je la pose quand même. Selon vous, qu'apporte la fiction par rapport à un document purement historique? Précisément, est-ce ce point d'aveuglement, c'est-à-dire d'essayer de combler les lacunes de l'histoire en essayant d'imaginer le destin de ces personnages? Alors je distingue toujours la fiction, si vous voulez, du roman, considérant que la notion même de roman, la définition qu'on peut faire du roman comme pur objet d'imagination ou pure fiction est une définition relativement récente, que le roman est autre chose, en tout cas il peut s'interpréter, et ce qui fait la force du roman, en tout cas je le crois, c'est que c'est le genre le plus libre. C'est le genre pour lequel chaque écrivain vient remettre en jeu sa propre définition qu'il a, la manière qu'il a envie de traiter l'objet en tant que tel, et évidemment, à travers une économie qui est celle du roman, une construction aussi, une force qui est celle plutôt vitale que d'être exhaustif ou de faire œuvre d'essai, de raconter la totalité d'une traversée. Il s'agit plutôt de prendre à son compte une réalité pour construire un moment de vie, pour construire une énergie, là, pour une traversée, de faire ressentir presque pour le lecteur cette traversée elle-même. Il y a une phrase qui se trouve à la fin du livre, qui est une citation d'Édouard Glissant, et qui dit « Rien n'est vrai, tout est vivant », qui est une phrase qu'il a mise sur sa propre tombe, son épitaphe, qui est une de ses dernières, dans un de ses derniers textes, et qui dit assez bien ce que peut être ce type de roman. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de mentir, il ne s'agit pas de réinterpréter, et ça, on pourra y revenir, c'est une position que je ne tiens pas, celle de dire parce que ces romans, on peut tout faire, et loin de là, mais de considérer que ce qui est important, c'est que ça deviendra vrai, ça deviendra juste si c'est vivant, si on a transformé l'objet, si on a transformé la lecture en une expérience, si on a embarqué le lecteur sur ce bateau. Il y avait cette phrase de Blaise Cendrars, le poète, qui était aussi de temps à autre journaliste pour un journal d'après-guerre, France Soir, et le patron de France Soir, Lazareff, lui, qui aimait beaucoup et les textes de Cendrars et la poésie de Cendrars, et parmi les textes les plus fameux de Cendrars, c'est la prose du Transsibérien et de la Petite Jeanne de France. Et Lazareff demandait un peu comme une demande d'aveu
à, à Sandra. Est-ce que tu l'as vraiment pris, le transsibérien? Parce que Sandra était connue pour à la fois avoir inventé d'autres voyages, d'avoir raconté ou pris à son compte d'autres histoires, d'avoir fantasmé parfois d'autres histoires. Et il y répondait par cette simple formule, qu'est-ce que ça peut te faire? Bon, il disait, qu'est-ce que ça peut te faire si j'ai pris le transsibérien, si je vous l'ai fait prendre à tous? Et cette idée de soi-même monter à bord, de soi-même se trouver à bord et de soi-même vivre à nouveau l'expérience, de la rendre présent dans ce qui pourrait être un présent du récit. Donc, je ne sais plus comment on en est venu à cette réponse-là, mais de dire que... Le rôle de la fiction par rapport à l'histoire. Pardon, je suis un tout petit peu fatigué et j'espère que je ne suis pas totalement confus. Mais pour vous dire que la définition que je donnerai du roman, en tout cas celle que je prends à mon compte, je ne trouve pas incompatible de dire que ce sont des romans sans fiction. Ça peut paraître comme des espèces d'oxymores, de fausses pirouettes, si vous voulez, mais je crois que le roman n'a pas besoin forcément d'en passer ou de uniquement se définir par pur objet d'imagination, et que donc on peut dire qu'il s'agit de romans sans fiction, comme d'autres écrivains ont pris appui sur le réel pour le transfigurer, pour le re-raconter, sans le travestir, mais par des effets de montage, dans Constellation, je pourrais considérer, mais tout comme Capitaine, que cette histoire, elle pourrait être racontée par 40 écrivains différents, presque comme un exercice de style. À partir de là, vous auriez d'autres histoires. Alors, je ne vous dis pas inventer, mais que la manière de raconter, si vous voulez, tout ce que j'ai glané comme information, tout ce travail de recherche n'est pas rentré vaille que vaille à l'intérieur du roman comme une espèce de nécessité d'un récit exhaustif. Je ne prends pas chaque journée de ce voyage dans sa totalité. Je prends des moments qui sont comme des successions de tableaux, comme des successions presque de photos, effectivement, ou de petits dessins qui racontent quelque chose de précis. Tout à l'heure, je disais dans le Constellation que chacun était presque porte-parole de cette idée du hasard objectif, de ce que pouvait être la prédestination ou pas, du questionnement qui se trouve de ces lois des séries, de toutes les manières différentes qu'on a de nommer, en tout cas, la catastrophe dans ce qu'elle a ou pas d'attendu, dans les effets, dans les signes avant-coureurs. Là, dans ce texte, c'est de saisir pour chacun ce moment du péril, ce moment d'éclat aussi dans le péril, de ce qui les a poussés, de cette force d'énergie qui les a poussés à bord, de la manière dont ils se sont sauvés, ce qu'ils ont laissé en route, ce qu'ils espèrent, et donc pour chacun de prendre ce moment sans essayer de raconter la totalité, ni de leur vie, ni la totalité des journées à bord. Et donc, vous voyez, c'est cette forme de roman, alors que j'investis là, et que j'investis sans trahir les faits. Je prends, pour l'écriture de Capitaine, ce qui a, avant même l'écriture, c'est 2 à 3 années de recherche qui passent par évidemment des lectures nombreuses, une recherche sur le terrain, des recherches d'archives. Vous avez cité un passage qui dit bien, effectivement, presque le côté comment dire, grisant de la quête, qui l'emporterait même sur l'écriture. Et je crois que c'est ce que je ressens, c'est que c'est se donner presque un but, quelque chose comme une enquête de ces histoires qui n'ont pas demandé à être racontées, de ces destins, y compris anonymes, pour lesquels personne n'est allé chercher une archive. Et c'est presque cette quête unique qui me passionne dans ce qu'elle a de presque bizarre, de presque un peu monomaniaque, au point, je pense que pour certains, je l'ai dit, c'est l'exemple de ce passage, sans doute celui qui, pour le Lazaret de Fort-de-France, là où ils sont enfermés, a tenu registre et de la construction du bâtiment ou du plan tenu, ou même de la liste des incarcérés, n'a pas imaginé, si vous voulez, une seconde que ces documents un jour seraient à la fois consultés dans cette optique-là. Et j'aime bien cette idée que l'archive palpite et qu'elle se rend présente d'un coup à un autre but que celui
du simple archivage, de la documentation. Et donc tout ce travail-là qui anticipe en fait l'écriture est pour moi la meilleure manière de connaître parfaitement le sujet, de connaître parfaitement ce qui va se passer, pour pouvoir après écrire je dirais, c'est bizarre, mais d'un pas léger, de pouvoir me déambuler là-dedans, de savoir que je ne me trompe pas, que si les fourchettes sont à droite, elles sont à droite, que si le quartier dans le bateau des Espagnols est dans ce coin-là, il est dans ce coin-là. Et à partir de là, l'écriture peut prendre le relais sans avoir l'impression de trahir ou de prendre à la légère une histoire qui n'a pas demandé à être racontée. Et j'aime, juste pour terminer là-dessus, et sans anticiper sur ce qu'on dira sur l'édition de textes de journalisme littéraire, il y a un des grands noms du journalisme littéraire américain qui s'appelle Janet Malcolm. Et Janet Malcolm, elle a cette définition, elle distingue ce qui serait un écrivain de fiction d'un écrivain de non-fiction, je trouve, de la meilleure des manières et de la manière la plus compréhensible immédiatement. En tout cas, dans la position morale que l'écrivain doit ou peut tenir. Il ne s'agit pas de l'imposer à tout le monde, mais elle dit un écrivain de fiction, il a construit sa maison. S'il a envie de la détruire, il la détruit. S'il a envie de taguer les murs, il tague les murs. S'il a envie de la revendre immédiatement, il la revend immédiatement. Il a construit sa maison, elle lui appartient, c'est son terrain. L'écrivain de non-fiction, il est locataire. Il est locataire des murs. Et s'il veut récupérer sa caution, alors on pourrait dire sa caution morale, eh ben, à la fin, il faut qu'il rende en l'état les murs. Donc, c'est aussi cette idée qu'il ne s'agit pas simplement parce qu'on met roman ou parce qu'on s'intéresse au réel qu'on peut abattre la maison, ou alors il faudra le payer d'une manière ou d'une autre. C'est ce qui précisément fait tout l'intérêt de votre écriture, justement, d'arriver à combler ces interstices un petit peu aveugles par rapport à des événements. Et vous allez même, je crois, jusqu'à vous rendre sur place sur les lieux. Puisque il y a un passage où vous allez avec votre sac à dos dans les Açores, après vous allez donc au camp de Balata en Martinique. C'est vraiment un souhait de votre part de vérifier sur place? Oui, alors il n'y a rien de bien étonnant. Je pense que c'est à partir du moment où on se passionne, en tout cas on plonge des années dans un sujet, il est évident qu'il y a nécessairement à un moment, on va essayer d'aller voir sur place le lieu décrit, le lieu raconté, ce qu'il est devenu. Je pense que c'est une forme de curiosité qui est autant celle du romancier, de l'historien, mais aussi de l'enquête qu'on ferait pour sa propre famille, pour revenir sur des lieux qui ont été... pour des enquêtes de généalogie, on reviendrait aussi sur des maisons, sur des vestiges d'une vie passée. Mais là, dans ce cycle, il se trouve que, malgré moi, ou peut-être accentué volontairement, ça se finit toujours sur une île, d'une certaine manière, y compris ma quête, c'est-à-dire sur les pentes du Rodondo aux Açores, à la recherche et du lieu du crash, mais aussi finalement du village et de ce que j'ai lu, de ce que j'ai écrit, et de le voir là, alors évidemment les lieux mêmes, mais comme une forme de, je parlais tout à l'heure de quête obsessionnelle, effectivement d'obsession qui m'est propre, peut-être que je partage avec quelques-uns sur ce sujet, mais pas grand nombre d'autres, et d'une forme de pèlerinage, mais de pèlerinage un peu ridicule aussi. Dans ce que ça ridicule, on est les seuls à aller comme ça, essayer de voir ce qu'il en reste, et de refaire le chemin. En Martinique, c'était d'autant plus marquant que, arrivé là-bas, alors j'avais des raisons très objectives d'aller là-bas, consulter les archives départementales de Martinique, par exemple, où se trouvaient nombre d'éléments me permettant de comprendre au mieux ce qui s'était réellement passé dans le camp, mais aussi dans les échanges avec Césaire, les échanges entre Bretons et Césaire, entre la manière dont ils avaient été effectivement accueillis avec violence par la Sûreté Générale et les rapports que tenait la Sûreté Générale. Mais en allant sur les lieux, c'était ce qui était passionnant ou étonnant ou singulier, c'était de retomber dans un lieu qui est totalement tombé, lui, dans l'oubli, et, si vous voulez, d'une manière presque triviale,
à l'arrière-cour d'un hôtel désaffecté, où au fond, à la pointe comme ça d'une baie, se trouve un fort recouvert par la mangrove et dont personne ne se préoccupe, et peut-être à raison, mais qui est comme un concentré d'histoire littéraire, d'histoire romanesque, dont je connais les ruines et jusqu'au chemin presque mieux que ceux qui entourent ce vestige. Et donc d'aller comme ça me retrouver en présence d'une histoire racontée, d'une histoire aussi parfois imaginée, de fantasmée, et de me retrouver presque, comme je le disais, en pèlerinage, mais aussi avec cette impression que les ruines vont se mettre à parler elles-mêmes. Et c'est une nécessité pour moi aussi, parce que je ne prends pas le roman comme un simple roman historique. Je ne fais pas un roman historique au sens de prendre cette histoire dans ce qu'elle a d'invraisemblable ou de romanesque et de dire, bon, je la raconte telle qu'elle, et la force, si vous voulez, de l'histoire vient supplanter l'écriture, vient supplanter tout le reste. C'est aussi ce que j'aime bien dans en tout cas, le dispositif que j'adopte, c'est de mêler l'enquête au récit, de mêler l'enquête au roman, et de ne pas, si vous voulez, cacher les échafaudages. Une fois terminée la construction, de dire, bah, ça s'est fait comme ça. Et dans Constellation, c'est encore plus marqué, sous une forme de va-et-vient presque, entre le présent et le passé. Dans Capitaine, ça vient comme entourer le roman. Il y a tout le temps du roman, le temps de la traversée, qui est comme un moment particulier qui part de Marseille et va à leur destination, c'est-à-dire soit les Amériques, les États-Unis, soit le Mexique, soit le Brésil, et entourer cette découverte de l'histoire, cette découverte de la photographie, cette quête, si vous voulez, de l'information, et puis, à la fin, ce retour sur les lieux, mais aussi la recherche à la fois d'une vérité, mais aussi de documents qui n'auraient pas été connus. Tout à l'heure, on parlait des archives, mais aussi de photographies qu'il s'agit de retrouver. Alors là, avec une sorte d'espoir un peu là aussi un peu ridicule, mais presque tintinesque, tintinofis, si vous voulez, de trouver à la fin ce qui n'a pas été trouvé, le trésor de cette histoire. Et dans le cas précis de Capitaine, c'était au-delà de mes espoirs de partir de l'absence de photographie et de terminer, si vous voulez, par la découverte de photographies totalement inconnues, et des historiens et de ceux qui se spécialisaient, si vous voulez, dans ce moment de l'histoire. Oui, à chaque fois, vous faites des découvertes à la fin, que ce soit dans Capitaine ou dans Constellation, avec la victime, d'ailleurs bibliothécaire autrichienne, qui était passionnée de Ginette Neveu et qui se suicide. C'est assez surprenant. Mais pour revenir à Capitaine, et pour les lecteurs qui ne l'auraient pas encore lu, est-ce que vous pouvez nous parler de ce fameux camp de Balata, et en même temps de la rencontre, puisqu'on est à la BFM et qui se situe sur la place Césaire, de la rencontre entre Césaire et Breton, qui est assez fascinante. Oui, bien sûr. Alors, il faut distinguer, il y a deux camps. Il y a le camp de Balata, qui est sur les hauteurs de Fort-de-France. Il y a quelques-uns parce qu'il y a plusieurs bateaux qui vont arriver aux Antilles. Dans ce qu'on a appelé cette voie des Antilles, c'est quelques bateaux qui partent entre décembre 40 et juillet 41, et au fur et à mesure vont être parqués, internés dans ces camps en attente que d'autres bateaux partent. Pour le cas précis du capitaine Paul Lemerle, lorsqu'ils arrivent à Fort-de-France, ils pensent débarquer à Fort-de-France et stationnent au milieu de la baie jusqu'à qu'une vedette de la sûreté les rejoigne et qu'ils soient tous internés, alors pas à Balata, mais juste en face de Fort-de-France, dans une ancienne léproserie, qui est un lazaret où ils vont être parqués avec des soldats polonais qui se trouvaient sur l'île, mais aussi d'autres passagers d'autres bateaux. Et alors, les conditions sont épouvantables, avec en plus le climat tropical et l'absence là d'eau et de nourriture, au fur et à mesure une sorte de cantine
s'improvise, d'entraide entre les différents passagers. Ce qu'ils découvrent aux Antilles, d'abord, c'est, comme on a pu le raconter un petit peu tout à l'heure, Vichy sous les tropiques, c'est-à-dire une sorte d'alliance improbable entre la France de Vichy et l'idéologie Becquet des propriétaires terriens qui, au moment où l'île était en train de basculer, avant-guerre aussi, où certains maires noirs avaient été élus, où l'île était en train d'évoluer, eh bien, l'arrivée de la Révolution nationale, de la France de Vichy, est perçue comme une aubaine, une manière aussi de réinstaurer un ordre qu'ils pensent, en tout cas, corrompu par ces nominations, mais aussi par un laisser-aller, si vous voulez. Et là, j'emprunte évidemment un vocabulaire qui leur appartient plutôt. Et cette alliance crée une sorte de folie collective avec des soldats qui se trouvent sur l'île, qui ne sont pas des soldats de Martinique, et qui fantasment les combats, qui ont lieu, et au moment de la capitulation, vont être plus vichistes que les vichistes, au point où, quand ce bateau arrive, eh bien, ils les maltraitent, et le premier représentant est le lieutenant Castin, qui est vraiment une caricature du soldat, si vous voulez, fanatisé presque. Et donc, ces passagers vont se retrouver enfermés au lazaret, et au bout de quelques jours, ce n'est pas, si vous voulez, un geste humaniste qui les sauve ou qui les fait sortir, mais ce sont les commerçants de l'île qui vont se rendre auprès du gouverneur pour se plaindre, tout simplement, que les commerces de l'île ne profitent pas de ces passagers parqués qui sont une manne financière potentielle. Et donc, évidemment, là, par une forme d'humanisme dévoyé, eh bien, l'intérêt, mais l'intérêt, c'est aussi ce qui fait marcher le monde, eh bien, permet aux passagers de déambuler dans Fort-de-France à la recherche soit d'objets qui leur manquent, de vivres, mais aussi de mandats, de pouvoir tenir leur correspondance et informer qu'ils sont sur l'île et qu'ils partiront bientôt ou pas, et surtout de trouver un billet de bateau, mais revenant à signer à résidence le soir sur l'île. Et donc, dans ce contexte-là, eh bien, André Breton a une liste de courses, et parmi ces courses, cette liste, sa petite fille Aube, qui est encore vivante, qui a 4 ans à l'époque, Aube Breton, lui demande tout simplement un ruban bleu pour ses cheveux. Et Breton va se mettre en quête de ce ruban bleu, entrer dans une mercerie, et dans cette mercerie, il tombera sur quelques exemplaires d'une revue qui s'appelle Tropique. Et sans doute, il la regarde un peu avec dédain, comme une revue folkloriste, une revue régionaliste. Heureusement, il ouvre la revue, il lit les premières phrases, une sorte d'éditorial. Et cet éditorial est écrit par Aimé Césaire, est écrit par Suzanne Césaire, sa femme, par René Ménil, par toute une bande de professeurs qui ont décidé de lutter contre cette France de Vichy, contre cette idéologie Becquet, contre ce retour à l'ordre, contre cette ombre qui s'abat sur le monde, en usant d'armes de contrebande, en se disant, puisqu'ils veulent des revenus régionalistes, puisqu'ils veulent du folklore, on va l'appeler Tropique, et dedans on passera notre contrebande, de toute façon ils n'iront pas lire. Et c'est effectivement ce qui se passe. Et l'une des premières phrases que lit Breton est une phrase qui est une des grandes phrases, si vous voulez, de Césaire aussi, de résistance. Eux appellent ça la dissidence, qui dit « Nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre ». Et lisant cette phrase, il y voit comme un parent, mais aussi comme un frère en littérature. Et va demander à la mercière, mais qui est derrière cette revue. Et la mercière, qui est la sœur de René Ménil, lui dira que c'est à la fois son frère, mais Aimé Césaire, Suzanne Césaire, et organisera la rencontre. Et ironie de l'histoire, cette France de Vichy, cette Europe qui tombe dans la barbarie, qui a tenté d'annuler, de détruire tout art décadent ou tout art métissé, je ne dirais pas n'a mieux provoqué cette rencontre, mais comme une leçon de l'histoire ou comme l'ironie placée au milieu de cette anecdote, a créé les conditions d'une rencontre, alors là, absolument, d'un art qu'eux-mêmes auraient condamné, évidemment. Et Breton n'aura de cesse ensuite, c'est une vraie rencontre qui s'opère en Martinique pendant quelques
pendant quelques semaines, des échanges, des dialogues, et dont naîtront des livres, Martinique charmeuse de serpents, mais aussi des textes dans la revue Tropique. Et ensuite, quand il arrive à New York, Breton n'a de cesse d'essayer de publier le cahier d'un retour au pays natal, qui est donc ce grand texte de la littérature de Césaire, ce grand texte pour l'histoire de la littérature, qui, à ce moment-là, n'est pas édité ou presque auto-édité par Césaire. Donc c'est aussi pour ça que je m'attache parfois à ce type d'histoire, dans ce qu'elle se comporte d'invraisemblable presque. Est-ce que vous accepteriez de nous lire un passage ? Oui, bien sûr. Alors, oui. C'est un passage... Sachant qu'il y aura encore beaucoup de questions à poser, mais peut-être que vous pourrez les poser tout à l'heure. Je vais laisser la parole ensuite à Sébastien. C'est justement après leur rencontre et après plusieurs soirées passées à Fort-de-France, entre les Césaire, Breton, Lame et quelques-uns des passagers. Il faut dire aussi qu'à ce moment-là, même s'ils sont trop jeunes pour participer à ces échanges, eh bien, parmi les élèves des professeurs Césaire ou Suzanne ou du professeur Ménil se trouve Édouard Glissant, qui a quelque chose comme 12 ans, Franz Fanon, qui a quelque chose comme 15 ans, et Fanon rejoint la dissidence 2 ans après et quitte l'île, et Glissant aussi tente de résister à sa manière, et racontera assez souvent cette histoire de ces hommes qui ont débarqué et de ces rencontres improbables au milieu de la guerre. Et ce qui restera un moment fondateur pour eux, c'est une balade sur les hauteurs de Fort-de-France, dans le Morne, au-dessus de Balata, justement, dans la forêt de Balata, qui est une rencontre vraiment fondatrice pour la plupart de ceux qui ont participé de cette balade, mais aussi finalement de cette traversée, et surtout le peintre Wilfredo Lame. La grande peinture qu'on connaît de Wilfredo Lame s'appelle La Jungle. Elle est au MoMA à New York, et elle naît d'une vision à l'intérieur de cette forêt tropicale. Et donc c'est ce moment-là. Il est des lieux et des rencontres qui changent un monde. On connaît bien l'histoire de Césaire et du Rubicon. Pardon. Il est des lieux et des rencontres qui changent un monde. On connaît bien l'histoire de César et du Rubicon, mais connaît-on celle de Césaire et d'Absalon ? La rivière trace une frontière entre l'Italie romaine et la province de Gaule cisalpine. Et César, enclin librement, franchit le Rubicon. C'est la leçon de Leibniz. Est-il un monde possible où un hasard objectif n'orchestre pas en coulisses la rencontre en pleine guerre, sur une île à l'entrée des Amériques, de Breton et Césaire et toute la suite de leurs histoires, inscrites dans le sillage de cette balade au gouffre d'Absalon. Au matin, Aimé et Suzanne Césaire, Elena Holzer et Wilfredo Lame, Jacqueline Lamba et André Breton, André et Rose Masson gravissaient le Morne jusqu'à Balata, serrés à l'arrière de 2 vieilles Ford. Breton sur le chemin manqua l'infâme réplique du Sacré-Cœur, l'expiatoire des communards. Aimé guidait la troupe tandis qu'il descendait sur le chemin du gouffre, là où plongent d'immenses fûts de gommiers, mahogany, des arbres à encens de 30 mètres et des fromagers, un arbre de lianes inextricable et d'épiphytes, grands pans de murs verts, profonds, aveugles, où s'enfonçait la lumière par endroits, éclairaient les fleurs en épi et les orchidées sauvages, ça et là clignotaient comme des guirlandes les balisiers pourpres. La station thermale en contrebas ouvrait sur une rivière, sous une arche de pierre. Là débutait le sentier de la Trace qu'appréciait Césaire, sur les flancs du Piton Carbet. Des bois de grandes rivières et des rasiers touffus, au carrefour de 2 ravines bouillées, le chemin d'Absalon et de Verrier. Césaire jouait les guides, nommait les fleurs et leur expliquait que ce chemin, la Trace, était autrefois nommé le grand chemin de la rivière des hauteurs, dont ils ne comprirent le nom qu'une fois au bout d'un sentier pentu sur les contreforts du Morne, caché par les ampes de fougères, sur une ligne de crête. De part et d'autre s'étalaient en vallonnant des couches épaisses d'un vert phosphorescent et insolent. Au loin, la baie de Fort-de-France et le piton du Carbet, un paysage de 9/10 de ciel. Masson et Breton se dirent qu'ici la nature imitait l'art, doublait les jungles du douanier, damait le pion à l'imaginaire surréaliste. Oui, précipice, gouffre, cette splendide sylve est aussi un puits, et tout cela est sous le signe de l'humide. Vois, ces explosions de bambous sont enveloppées de fumantes vapeurs, et les sommets des mornes sont enturbanés de nuées si lourdes. La fleur du balisier, belle comme la circulation du sang, du plus bas au plus haut des espèces.
les calices emplis jusqu'au bord de cette lie merveilleuse. Qu'elle soit le terme héraldique de la conciliation que nous cherchons entre le saisissable et l'éperdu, la vie et le rêve. C'est par toute une grille d'ailes que nous passerons pour continuer à avancer de la seule manière valable qui soit, à travers les flammes. Et la pluie s'abattit. Ils étaient couverts par les bras en claveaux des bois verts. Le temps d'un instant, la frondaison comme une cascade tout entière bruissait. L'eau parvenait par-delà les fougères, en bruine légère, montait des sources des volcans, descendait des feuillages de la forêt des pitons, libérait le pétrichor. On ne sait si l'âme vit l'explosion et entendit, dans ce silence réverbéré par l'eau et les colibris, le fracas des tuyaux et de ses orgues, des profils de masques. L'âme plongeait dans la verdeur, touchée alors à son enfance, par un grand virage, la jungle le menait à la porte de l'enfer. Merci infiniment. Merci. Vous aurez la possibilité de vous faire dédicacer les ouvrages à l'issue de cette rencontre. Je laisse la parole à Sébastien. Vous avez le droit de vous désaltérer un petit peu avant pour la partie édition. Je peux prendre. Oui, c'est merci. Par contre, c'est celui-là. Ah oui, j'en ai plus. Merci. Donc je change de casquette, c'est ça, ouais. Vous avez le droit de respirer. Merci. On va parler maintenant, enfin, on va passer du talent d'écrivain au talent d'éditeur. Et moi, ce qui me surprend, c'est quand j'ai d'abord découvert Adrien, je dois dire, en tant qu'éditeur plus qu'en tant qu'écrivain, parce que je n'avais pas lu Constellation quand il était sorti à l'époque. Je crois que j'étais peut-être pas encore tout à fait libraire à Page et Plume à cette époque-là. Et c'est d'abord un manque qu'on avait peut-être en littérature, justement, d'avoir quelque chose de beaucoup plus populaire aux États-Unis, cette narrative non-fiction, comme on l'appelle. Et moi, ce qui me surprend d'abord, c'est de voir qu'à ton âge, tu sois capable d'allier autant de talent, d'abord d'écrivain et surtout d'éditeur. Et moi, je vais parler de mon rapport au livre en tant que libraire, parce que je pense que l'amour du livre et le rapport au livre, il se construit très tôt, peut-être déjà dès l'enfance. Alors ça peut être à travers la littérature, à travers la bande dessinée, peu importe. Mais quand on a des parents ou quand on a des livres à la maison, ce qui n'était pas spécialement le cas chez moi, c'est arrivé petit à petit. Je voulais savoir justement d'où vient un petit peu ce parcours, déjà la passion du livre, la passion de la lecture qu'on sent à travers l'écriture, parce qu'on voit que au-delà de la littérature, il y a l'histoire, c'est beaucoup plus large, comme tous les livres que tu édites, notamment. Je voulais savoir justement qu'est-ce qui fait qu'on devient éditeur et pas libraire, par exemple, quand on a cette même passion. Qu'est-ce qui fait que le chemin t'amène plus vers l'édition et l'écriture que pour défendre le livre? Et peut-être rappeler un petit peu le nom des éditions du sous-sol, qui est tiré du livre de Dostoïevski, Carnet du sous-sol, et qui explique en partie peut-être cet amour du livre. Laissez-nous seuls sans les livres et nous serons perdus, abandonnés. Nous ne saurons pas à quoi nous retenir, quoi aimer, quoi haïr, quoi respecter, quoi mépriser. Donc je pense que c'est un petit peu ce qui définit le lecteur et l'amoureux de littérature. C'est comment vivre sans livre et comment on va justement, au-delà de l'écriture, aller chercher à montrer ce qui se passe ailleurs et comment on choisit les textes. Ça sera peut-être une autre question, mais tout d'abord peut-être nous raconter un petit peu l'histoire de cette maison d'édition, qui est une maison d'édition jeune, puisqu'on a commencé par la revue Feuilleton, qui a été le premier projet. Après, il y a eu la revue des sports, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, qui était une très très belle revue sur le sport. Et aujourd'hui, les premiers vrais livres qui est sorti, c'était Sinatra à un rhume, qui est paru en 2013, je crois. Donc, en seulement 4 ans, comment on construit cette maison d'édition et comment on fait les étapes, quoi, qui pourraient intéresser, je pense, les étudiants qui sont là ce soir. Alors, vous n'entendez rien du tout. Il faut se rapprocher. C'est moi. Je parle pas. D'accord. Et là, ça. D'accord, mais c'est parce que j'étais. Donc, Sébastien, merci, mais c'est beaucoup trop. Et je voudrais enlever le côté pesant de. C'est rapide, c'est une maison ou de talent, ou je sais pas quoi. Moi, je trouve ça toujours très grandiloquent. Donc, c'est sincère. Hein, oui, non, mais je voudrais qu'on s'enlève ça aussi pour que ça soit. Il y a rien de. En fait, il y a absolument rien de
de singulier ou d'exceptionnel ou de je sais pas quoi à cette maison, sinon de quelques... En tout cas, pour les éditions du Sol, effectivement, répondre à ta question en racontant l'histoire, c'est la meilleure manière de sortir, à mon avis, de quelque chose d'un peu fantasmé autour soit d'une histoire d'âge ou de maison d'édition, ou même de ce qui gouvernerait à une espèce de passion du livre, mais à une histoire qui est très concrète et qui ressemble à celle d'étudiants en édition ou d'étudiants en lettres. Moi, j'ai fait de prépa à 18 ans. J'avais une propension plutôt forte à la lecture, à l'écriture, passion assez forte aussi pour la philosophie d'histoire, et je voyais pas très bien ce que j'allais faire en fait avec tout ça. C'était à la fois un vrai intérêt, mais dont concrètement je savais que j'avais aucune vocation à enseigner, j'étais presque effrayé à l'idée que c'était la seule issue, en tout cas si on aimait les livres, qu'on pouvait être libraire effectivement ou éditeur, mais éditeur c'est quelque chose là aussi qui est toujours auréolé de quelque chose comme un monde interdit ou un monde de caste, et ça c'est dans une espèce d'imaginaire collectif, parce que on est aussi un pays extrêmement focalisé sur Paris, sur l'organisation de ce pays, sur uniquement cette ville-là, et comment un quartier, on va dire, serait plus ou moins à œuvrer uniquement aux destinées du livre, ce qui est à la fois totalement absurde, pas la réalité de ce qui se construit désormais. Et lorsque je suis arrivé à Paris, pour moi, c'était presque exclu, en tout cas, d'être éditeur. Je ne viens pas d'une famille d'éditeurs, je ne viens pas d'une famille d'écrivains. Il y avait un intérêt pour le livre. C'était important. Le livre est important chez moi, chez mes parents, mes grands-parents. Et j'ai un frère qui lui-même est devenu lui-même est devenu écrivain, plus âgé, et qui m'a transmis des choses au fur et à mesure en tout cas de mon adolescence, à me transmettre des livres qui n'étaient pas forcément ceux conseillés pour le programme ou pour, je sais pas, en classe, mais qui étaient toujours un bond en avant, qui me permettait de passer des étapes que lui, sans doute, avait construit à force d'opiniâtrer, mais qui, là, étaient directement des livres qui m'ont construit, et aussi des rapports, effectivement, à l'édition, à la fabrication. Et lorsque j'ai passé ces études, je me suis retrouvé après ma prépa en fac, et un peu perdu, un peu inquiet de ça, et en étant absolument certain que je voulais être concrètement dans la vie, concrètement dans un métier avec quelque chose de l'ordre aussi d'une peur de l'ennui, d'une volonté d'occupation presque, et en même temps de concilier ça avec la littérature, de concilier ça avec le livre. Et j'avais pas d'envie sans doute d'être libraire, et ça m'a pas forcément traversé l'esprit à ce moment-là, mais quand j'étais donc à la Sorbonne, à ce moment-là, disons la maison d'édition qu'on lisait tous, qui était celle vraiment qui était la plus intéressante à ce moment-là, c'était le travail qu'effectuait et qu'effectue toujours Gérard Bérébi pour les éditions Alia. Et c'était vraiment le truc entre tous. On était absolument fascinés par sa capacité à tromper les attentes d'un lecteur en tant qu'éditeur, le fait qu'il allait avoir un succès sur des traductions de livres italiens, comme ce qu'il avait fait avec Léopardi, et puis le mois d'après, c'était pas du tout un livre italien qui sortait, mais c'était un rock critique américain, et qu'après le rock critique, c'était un livre aussi étonnant que Les Miscellanées de Ben Schott, qui a été cet immense succès il y a une dizaine d'années, et puis des textes de poésie. Enfin, voilà, c'était une maison qui semblait guidée par le seul aiguillon de l'éditeur à la tête de cette maison, totalement indépendante, en dehors des groupes, et qui, fort de tout ça, en plus, proposait une fabrication accessible. Alors, moi, c'était... Voilà, on pouvait tous se constituer assez vite une bibliothèque. C'était des livres peu chers, mais en plus très, très fabriqués, avec un papier assez beau, ivoiré, des cahiers cousus et pas collés, des rabats. Tout de suite, c'était une sorte de vraie bibliothèque pour ceux qui ne peuvent pas avoir une belle bibliothèque. Enfin, il y avait
peu comme d'autres maisons, les Maspero dans les décennies qui ont précédé, d'autres grandes maisons qui ont œuvré, si vous voulez, à rendre accessibles certains livres. Et j'ai toqué à sa porte, je l'ai rencontré, Gérard Bérébi, et j'ai demandé à devenir stagiaire, comme n'importe quel stagiaire dans sa maison d'édition. Et il en tourne pas mal, parce que la maison a toujours 2 stagiaires dans sa... je pense que ça doit toujours être le cas. Et c'était un stage relativement couru. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous cherchez un stage, à postuler aux éditions Alia, parce qu'il n'y a pas plus formateur que les éditions Alia. Parce que mais je pense que c'est d'autres petites maisons aussi. Mais comme il n'y a pas... Le principe aussi des grandes maisons, c'est qu'il y a une forme quand même de division du travail. Et il est difficile d'accéder à la totalité de la chaîne du livre. On ne voit qu'un bout. On va être stage à l'édition, stage à la fabrication, stage au commercial, et on ne voit pas la totalité des processus d'édition. Et c'est presque ce que dit Marx sur l'aliénation. C'est-à-dire que l'aliénation, ça naît par la division du travail, le fait de ne pas voir la totalité du processus. Et ben, aller aux éditions Alia, c'était un peu être asservi, mais c'était être asservi dans le bon sens, parce qu'on touchait à tout. C'était faire de la maquette, choisir une couverture. J'ai fait ma première couverture là-bas. Faire son premier appel d'offres de devis. En même temps, déplacer des cartons comme n'importe quel libraire, mais là, en reprenant les défraîchis qui reviennent du stock. Enfin bon, on voit tout aux éditions Alia. Et on fait des notes de lecture. Enfin, on participe vraiment de l'édition. Et avec Gérard, assez vite, une forme de complicité est née, au point que c'est passé de stagiaire à un dialogue constant après ce passage aux éditions Alia. Et ça s'est concentré, disons, sur une partie de sa production de livres. À ce moment-là, Gérard a eu l'intuition que les articles qui paraissaient dans les grands journaux américains, donc on en vient à cette forme de journalisme littéraire, dans le New Yorker, dans Granta en Angleterre, dans Harper's aux États-Unis, ces très longs articles qui ne ressemblent pas... Enfin, l'exemple français serait par exemple Florence Aubenas, ou serait Emmanuel Carrère quand il écrit dans une revue comme 21, ou quand on laisse la place à Aubenas dans Le Monde pour de très longs formats. Il y a ce type d'articles qui ne sont pas non plus légion en France. Il y a toute une tradition aux États-Unis, avec une émulation collective, parce qu'il y a des journaux pour accueillir ça. Et en même temps, du point de vue de l'édition, c'est assez bâtard comme format, parce que soit c'est publié intégralement pour nous en tant que traduction dans un journal, mais aucun journal, ou presque aucun, ne peut accueillir cette longueur. On parle d'articles qui peuvent faire 20, 30 pages, 40 pages. Soit c'est raccourci, souvent les auteurs ne souhaitent pas ces coupes-là. Dans Courrier International, il y a beaucoup de coupes sur ces articles. Et donc on est dans un format qui est un peu dans les limbes, trop long pour faire l'objet d'une publication intégrale dans un journal, et trop court pour être publié en tant que tel en tant que livre. Et Gérard a eu cette intuition de les publier sous forme de tout petits livres, à 3 €, mais de tout petit format. Et avec toujours ce même souci de la fabrication, de la recherche esthétique des couvertures, et de traiter ces auteurs comme de vrais écrivains, en demandant à des traducteurs littéraires de s'occuper de ces textes-là. Et je suis arrivé à ce moment-là, au moment où les premiers textes de David Grahan arrivaient, les premiers textes de William Langewiesche, les premiers textes de Marc Siman, des gens comme ça. Et moi, je connaissais un petit peu, j'avais été lecteur, enfin, je lisais beaucoup de ces numéros du New Yorker, et tout de suite, voilà, ça a été un échange constant et passionné, tous deux, sur ce qu'offrait comme possibilité cette littérature, qui est une littérature qu'on pourrait dire du réel, qui n'est pas le journalisme dit qui aurait comme obsession l'objectivité, mais qui assume pleinement d'être un observateur parmi d'autres avec son propre regard biaisé, qui assume cette position et qui montre que raconter le monde, c'est aussi le raconter dans ses nuances, dans sa complexité, et que jamais rien n'est fait d'un bloc, et que donc on rencontre... et que raconter la réalité, je ne sais pas, de Calais, ou de raconter ce qu'a fait Carrère, ou de raconter une situation
c'est d'abord d'aller sur le terrain et de rencontrer, d'entendre, de retranscrire et d'installer une scène. Et donc c'est cette littérature-là qu'on a commencé à publier ensemble. Et au bout de quelques mois, je lui ai dit, mais il faut en faire autre chose. On a tellement de textes qui n'ont pas été publiés. Certains avaient été publiés sous forme de livres, en d'anthologie, les textes de John Didion, les textes d'Hunter Thompson, par des maisons comme Tristram, par Grasset, par l'Olivier pour Renata Adler. Mais il n'y avait pas de maison qui choisissait comme ligne éditoriale ce genre-là. Et je lui ai d'abord dit, mais il faudrait faire une sorte de commun international des revues, de prendre une revue qui puisse accueillir vraiment totalement ces articles-là et revenir tous les 3 mois au moment où le mot de revue n'était plus si terrifiant pour les libraires, parce que d'habitude c'était le symbole d'un mouroir, si vous voulez. La revue, c'était... moi je suis un passionné de revues, mais je sais bien que c'est très difficile à défendre en librairie. Et à ce moment-là, la revue 21 avait montré que c'était possible que la presse pouvait aller en librairie, mais aussi dans une grande diffusion. Et donc, c'était de faire naître le pendant étranger aussi de cette proposition qui était la revue 21, à travers Feuilleton. Et lorsque j'en ai parlé à Beribi en lui disant on n'a qu'à faire ça avec Alia, lui était à la fois partant pour l'aventure, mais en disant moi je ne veux être comptable dans ma ligne éditoriale que de mes fautes, que de mes choix. Et donc je vous invite plutôt à créer une maison et je vous aiderai autant que je le peux. Et ça a commencé par me prêter son sous-sol, qui était donc sous-sol des éditions Alia, où se trouvaient les Défraîchis, et qui a été le premier local des éditions du sous-sol. Alors évidemment, on n'est pas allé chercher bien loin le nom de la maison, mais évidemment, comme tu l'as suggéré, ça avait d'autres racines, d'autres échos. Et quand je prenais l'escalier pour aller dans ce sous-sol, se trouvait toujours un des livres des éditions Alia qui s'appelle La pensée du sous-sol, qui est une réflexion sur le livre de Dostoïevski. Tu as cité une phrase qui effectivement est presque au fronton, si on avait un fronton pour la maison, en tout cas au fronton de notre site internet, qui est celle-là. Mais il y en a une autre qui résume bien aussi à quel point on peut faire les choses quand on décide. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas plein de difficultés à monter une maison, il y en a plein. Et ces 4 ans où on n'a pas beaucoup de vie en dehors de cette maison. Mais il y a une autre phrase dans les carnets du sous-sol qui résume bien ça, qui dit bien sûr, ce n'est pas le mur que je trouverai avec ma tête, mais le seul fait que ce soit un mur de pierre et que je sois trop faible n'est pas une raison pour que je me soumette. C'était ça qui était au cœur de la maison. C'est pour ça que c'était comme une évidence qu'elle devait s'appeler les éditions du sol. Donc elles ont commencé d'abord par publier Feuilleton chez Alia. D'accord. Et aujourd'hui, alors la maison d'édition, elle a essentiellement 2 collections principales, hein, la collection non-fiction et la collection fiction. Alors, parmi les auteurs, il y a souvent des textes qui sont traduits. Il n'y a pas d'auteur français, à ma connaissance, dans les textes de la maison d'édition. Alors, comment se fait le choix des textes? Donc, on l'a vu à travers le New Yorker, on découvre toute une multitude d'auteurs talentueux dont on n'a pas vraiment la même chose en France aujourd'hui. On n'a pas d'équivalent du New Yorker avec des auteurs français aujourd'hui qui feraient des articles de 20, 30 pages, en tout cas pas avec le même succès que le New Yorker aux États-Unis. Et alors, est-ce qu'il y a vraiment une ligne éditoriale? Est-ce qu'il y a des discussions avec d'autres personnes par rapport à des coups de cœur, par rapport à des choix? Est-ce qu'on colle pas toujours à l'actualité? Parce qu'il y a aussi cette volonté de rééditer ou de publier des textes parfois anciens ou de retravailler sur des traductions. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus comment vous fonctionnez? La ligne éditoriale, elle a parfois les romans sont assez, on publie très peu de romans, on en publie quelques-uns. C'est souvent des redécouvertes, soit des textes oubliés qu'on essaye comme ça de faire émerger à nouveau, essayer de les faire lire au plus grand nombre, des textes qui pour nous sont vraiment importants, soit des textes inconnus, soit des auteurs qui ont été ratés, enfin dans leur réception en France. Ça arrive. D'autres maisons le font. Hein. On n'est pas les seuls. Les éditions Gallmeister, les éditions
Toussaint Louverture, d'autres maisons qui parfois ont à cœur de révéler aussi des auteurs injustement oubliés. Et Mordecai Richler, moi c'était l'un des auteurs c'est l'un des auteurs que j'admire le plus dans sa capacité de grande force romanesque, mais aussi un humour juif mordant. C'est vraiment même époque que Saul Bellow, que Philippe Roth. C'est le parent inconnu, en tout cas en France, de ces deux-là, le cousin. Mais un auteur qui a eu une destinée incroyable, en tout cas dans sa réception en Italie, où c'est un auteur aussi important que Philippe Roth ou, comme je le disais, Saul Bellow, et au Canada, où il est le grand auteur de Montréal anglophone. Et en France, bizarrement, alors pour aussi des questions de traduction parfois un peu hasardeuses, l'auteur n'a pas été lu ou pas si bien lu. Et c'est un des auteurs qu'on a réussi, en tout cas on ne réussit pas toujours, à faire lire. Et Solomon Gursky, je pense qu'on y est allé aussi avec le couteau entre les dents auprès de tout le monde, c'est-à-dire de la presse, des libraires, des lecteurs, pour dire voilà, c'est important. On ne se battra pas pour tout. On publie peu, mais quand on publie un roman comme celui-là, en tout cas, ça serait la pire des défaites, serait qu'il passe inaperçu à nouveau. Mais la vraie ligne éditoriale, ou la ligne qui est vraiment au cœur, c'est celle qu'on a tracée tout à l'heure, c'est le journalisme littéraire et sa tradition effectivement anglo-saxonne, qui était un peu publiée, mais pas en totalité. Il y avait toute une tradition quand même alors en France aussi de cette écriture-là, un journalisme à la française, héritier de Kessel, héritier d'Albert Londres, mais aussi de l'épopée actuelle, de l'épopée de l'autre journal, qui est quand même indépendant du journalisme littéraire avec des vrais noms, et puis aussi d'une tradition qui passait en France par des collections de littérature. C'est le cas d'Olivier Rollin, c'est le cas de Jean Rollin, son frère, mais c'est le cas aussi, je l'ai dit, d'Emmanuel Carrère, qui n'a pas attendu qu'une collection naisse pour faire ce type de non-fiction, parce que lui assume pleinement le terme de non-fiction. Mais ce qui manquait, c'était une maison qui puisse en totalité, effectivement, essayer de traduire ce qui était les incontournables de ce genre-là, avec la volonté de, à la fois, publier les contemporains et les devanciers, les pionniers et les derniers arrivés, dans une forme d'alternance pas absolument planifiée, mais qui se fait naturellement, où le premier livre, puisque la volonté de créer ces collections est née d'abord dans la revue, c'est à force de publier des articles de ces auteurs-là, de voir qu'il existe des livres, on s'est dit c'est quand même dommage, on ne va pas servir de laboratoire pour d'autres maisons, il faudrait quand même qu'on publie ces livres qui sont derrière ces articles. Et souvent d'ailleurs des maisons sont nées de revues, et c'est un bon laboratoire. On y rencontre des traducteurs, on y rencontre des auteurs. Tu demandais comment ça a né. C'est aussi du dialogue avec des traducteurs, avec des auteurs qui conseillent des livres. À force de s'intéresser au genre, on découvre des auteurs. Et le premier d'entre eux, en tout cas la surprise qui a été la mienne, c'était Guy Tallez, qui est vraiment la sommité, si vous voulez, aux États-Unis, l'inventeur presque de cette forme de littérature, avec un article que tu as cité, qui est Sinatra un rhume, qui est un portrait de Sinatra sans jamais le rencontrer. C'est un peu bizarre, mais ça raconte bien cette forme de ce qu'on a appelé le nouveau journalisme. Il n'arrive pas à accéder à ce moment-là à Sinatra, et puis par la force de l'écriture, mais aussi comme ça, d'un cheminement tout autour par la cour qui accompagne Sinatra dans chacun de ses déplacements. En fait, il fait le meilleur portrait avec un usage, parce que ce qui caractérise ce genre-là, c'est de s'intéresser au réel avec tous les codes de la fiction. Tom Wolfe, qui en a été un peu le pape, on va dire, on avait défini les préceptes en disant il faut que l'observateur assume sa position d'observateur par le jeu. Le jeu, je veux dire JE. Il faut installer une scène, il faut remettre le discours en direct libre, d'être sur un dialogue installé, de camper une scène. Et donc toute cette méthode-là, qui en fait est beaucoup plus singulière pour chacun, qui met sa patte,
Thalès l'avait fait sans le théoriser. Il n'avait pas besoin de Wolff, qui est venu presque englober tous ces différentes approches dans une même idée qui est le nouveau journalisme, mais lui le faisait à travers Sinatra un rhume ou d'autres dans des journaux comme Esquire. Et aux États-Unis, encore maintenant, lorsqu'on demande, quand il y a des sondages, quel est le plus grand article du XXe siècle, quel est le plus grand article tout court, reportage, Sinatra un rhume arrive toujours en tête dans l'esprit des Américains. C'est vraiment une sorte d'indépassable reportage, indépassable portrait par l'écriture. Et je lis cet article, je lis ce reportage, je suis tout aussi subjugué par la qualité d'écriture, d'observation, et je me rends compte qu'il n'est pas publié en France, qu'il ne l'a jamais été, et que voilà, une sorte de chaînon manquant, et que ça justifie de publier le livre, et c'est la meilleure manière de démarrer la maison, parce que tout est dit sur le genre d'un coup. Et on a publié ces premiers livres qu'on a publiés en 2013, et c'est celui qui nous a, je pense, fait gagner 2 ans, ou 3 ans de travail, parce que d'emblée, c'était comme un petit manuel. Il suffisait de dire, tu veux comprendre ce qu'on veut faire, lis ce livre-là, c'est exactement ce qu'on va faire. Et donc, on a continué avec d'autres auteurs, alors à la fois des pionniers. J'ai parlé de Guy Thalès, il y a Joseph Mitchell, qui est un peu l'autre auteur qui est presque à présider à la création de cette maison. C'est un journaliste du New Yorker des années 50, lui aussi devancier du genre, qui invente le portrait composite, qui est un journaliste qui ne s'intéressait qu'aux docks de New York et qui ne faisait pas dans le sensationnel, puisque comme Guy Thalès, c'est des gens qui étaient inadaptés au journalisme d'actualité. Presque, je pense, Joseph Mitchell s'est fait virer de son premier journal, Guy Thalès aussi, parce que lorsqu'on leur demandait pour Guy Thalès de faire le compte-rendu, je sais pas, d'un match de boxe, il revenait avec un portrait du type qui sonne le gong. Lorsqu'on leur demandait de faire un truc sur Times Square, il revenait avec un article sur le type qui est derrière les lumières de Times Square. C'est-à-dire, il s'intéresse aux gens. Alors, ça rejoint peut-être l'écriture et l'attention aux anonymes ou aux pas de côté, mais il s'intéresse à ces pas de côté, il s'intéresse aux fêlures et aux gens toujours dans l'ombre, mais dont il suppose qu'ils ont leur histoire à raconter. Pour Guy Thalès, il y a un autre article qui s'appelle « Le porteur de mauvaises nouvelles » et qui est un portrait du type en charge des nécrologies au New York Times. Et c'est un portrait fascinant parce que sa femme n'a qu'une crainte, c'est qu'il y ait un mort inattendu, parce que son mari, je vais parler plus fort, voilà, son mari est cardiaque, et elle n'a qu'une peur, c'est qu'un jour un mort inattendu tombe et il n'a pas prévu la notice, et dans la précipitation meurt d'un arrêt cardiaque. Et c'est ce genre d'article. Et Joseph Mitchell, lui, ne s'intéressait qu'aux gens des docks de New York, et en a fait, moi je pense, un immense morceau de littérature qui n'a rien à envier aux grands romans américains, au point que ses plus grands admirateurs sont Martin Amis, Paul Auster, qui considèrent que c'est ce qui s'est fait de mieux en littérature en seconde moitié du XXe siècle. Donc Joseph Mitchell, mais Nellie Bly aussi, qui est une jeune femme, elle, à la fin du XIXe, qui, déjà en lutte contre la société patriarcale, va voir un certain Joseph Pulitzer, lui demande d'intégrer son journal, ce à quoi elle s'entend répondre, si vous voulez devenir journaliste, je cherche quelqu'un pour faire un reportage sur l'asile de New York, et je cherche quelqu'un qui souhaiterait se faire interner. Et donc s'il y a bien quelque chose, c'est l'exemple même du courage dans le journalisme, mais aussi un peu d'un grain de folie, qui est celui de Nellie Bly. Elle invente ce qu'on appelle le journalisme d'immersion, ce qu'ils appellent undercover. Et donc elle se fait passer pour folle, et elle le décrit, et c'est absolument fascinant, et en même temps avec une voix qui paraît écrite, on dirait que ça semble écrit aujourd'hui, et avec beaucoup plus d'audace parfois que certains écrivains ou journalistes. Et elle décrit la manière dans une pension où elle se fait passer pour folle jusqu'à qu'elle soit internée, et elle raconte ses 10 jours dans un asile, l'asile de Blackwell Island à New York, et l'article qu'elle publie quelques mois plus tard, 10 jours dans un asile, qu'on a publié sous forme de livre, est un
était resté dans les mémoires américaines comme voilà, le grand article qui a réformé les asiles américains à ce moment-là. Donc ça a eu un impact certain, un peu comme Albert Londres pour les bagnes. Et Nelly Bly, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas publiée. Alors elle, je l'ai découvert dans une note de bas de page d'un historien français qui parlait du journalisme des bas-fonds et qui dit... Qui racontait que ce journalisme à la française était hérité de Nelly Bly. Moi, je ne savais pas qui c'était, je suis allé voir et c'était pas publié. Et Nelly Bly, aux États-Unis, c'est à ce point connu que des petites gamines, parfois, Halloween, se déguisent en Nelly Bly. Il y a même des... Si vous allez regarder sur Internet, vous verrez, il y a des jeux de loi qui avaient été faits, jeux de loi Nelly Bly. C'était vraiment quelqu'un de très célèbre, au point où après, au moment où ces journaux émergent, fin 19e, eh ben, c'est le moment où on finance aussi des feuilletons journalistiques, des grandes explorations, des grandes guerres. Et elle propose à Pulitzer, revenant d'une énième enquête, elle dit oh, j'ai lu un livre, il est pas mal, ça s'appelle Le Tour du monde en 80 jours. Moi, je pense que je peux faire mieux. Et elle part à grand renfort de publicité. Enfin, c'est Pulitzer qui fait ça, qui orchestre le truc. Elle part à la tentant de refaire le même chemin et de battre la fiction et donc Phileas Fogg. Ce qu'elle fait, elle boucle en 72 jours et elle rencontre Jules Verne à Amiens. Scène assez rocambolesque qui est organisée et qui est à grand renfort là aussi de publicité dans la presse française. Bon, voilà pour dire ça, c'est tous les devanciers. Et puis, en même temps, les contemporains, le plus célèbre, en tout cas celui qui a le plus de succès, qui nous a permis à la maison de passer encore un cap, ça a été il y a 2 ans, où là, on a connu aussi ce que c'est un best-seller, comme on dit, un livre de l'été, comme nous disent les bandeaux des livres, et nous-mêmes, on y est allé de notre bandeau. C'est Jour barbare de William Finnegan, qui est un grand livre sur le surf, mais pas que, puisque c'est William Finnegan, qui est un type génial, est un grand journaliste du New Yorker, un grand reporter de guerre, mais pendant des années, il n'a pas écrit sur sa grande passion qui était le surf, presque par honte que ses collègues ne le considèrent plus. Ça a été son coming out, ce livre, si vous voulez, de sa vie de surf, puisqu'il a été, pendant 10 ans de sa vie, au sortir de l'adolescence, en quête de la vague parfaite, dans une sorte de livre qui emprunte à Into the Wild, mais en même temps à ce film Endless Summer, donc ces types à la recherche de la vague. Et en même temps, il a une écriture qui est... c'est un des plus beaux livres que j'ai pu publier, et j'ai eu la chance de publier, parce que il arrive en 600 pages à nous raconter à chaque fois une vague différente, sans jamais se répéter, et avec un art de la description. Et je croyais beaucoup en ce livre-là, mais je ne pensais pas qu'il serait... Alors, on l'a porté, hein. Mais ça a été un très grand succès, et c'est l'exemple même de ce qu'on veut faire aussi. C'est le journalisme littéraire qui raconte toujours plus que son propre sujet. Évidemment, il parle du surf, mais il parle toujours d'autres choses. D'accord. Et ensuite, alors, là, j'avais amené quelques livres. David Samuels, qui vient d'une des dernières parutions, qui est parmi ces journalistes un peu plus contemporains, on va dire. Et puis parfois, on a un peu le mix entre les deux, pour moi. Là, on est dans la... Alors, j'ai vu qu'il était dans la collection fiction sur le site internet, alors qu'on pourrait être dans la narrative non-fiction totalement. Et fait partie de ces livres, finalement, qui font découvrir un monde totalement inconnu, parfois. En lisant ce livre, moi, j'ai découvert Rocco Elkent, que je ne connaissais pas. Et c'est toujours l'opportunité d'aller justement aujourd'hui avec Internet, d'aller rechercher des images, d'aller rechercher. Et c'est cet esprit, je pense, de curiosité qui fait aussi la qualité d'un éditeur, parce que c'est la curiosité et l'envie de découvrir et de partager ensuite avec les autres qui nous fait une publication d'un superbe livre qui, moi, est un des plus beaux romans que j'ai lu l'année dernière. Alors, le bandeau d'Harrison... je trouve totalement justifié. Parfois, on a des bandeaux sur des livres qui sont là pour attirer l'œil et pour faire vendre, dans un but totalement de marketing, on va dire. Mais là, on retrouve, quand on a lu Harrison, les valeurs que peut représenter Harrison dans le nature writing. C'est-à-dire cet homme qui quitte New York pour essayer de se ressourcer au large de Terre-Neuve, sur une toute petite île, au tout début du XXe siècle,
et qui est un peintre très connu, mais qui veut échapper un petit peu à ce monde très new-yorkais d'argent. Il veut vraiment trouver d'autres valeurs et qui va révolutionner sa peinture et son art, mais en même temps va bouleverser totalement les gens qui sont là avec des habitudes ancestrales, on a envie de dire, parce que encore les gens qui partent plusieurs semaines sur les mers pour aller pêcher. Et il y a une histoire d'amour, parce que c'est un homme qui est attiré par les femmes aussi. Et puis il y a ce rôle presque d'espion au début de la Première Guerre mondiale. Donc c'est vraiment tout ce qu'on attend d'un roman, c'est-à-dire ce souffle romanesque à travers un personnage que Michael Winter, je pense, n'a peut-être pas rencontré de son vivant. Non. Voilà, donc c'est comment on peut s'approprier, quand on est un écrivain aussi, une partie de l'histoire, un petit peu comme dans Capitaine, de raconter une époque à travers des personnages qui ont vécu, de retrouver des lieux. Là, on a presque envie d'aller sur cette petite île et de rencontrer les gens, de voir les lieux, les maisons. Et on trouve facilement sur Internet les photos du musée, des œuvres. Voilà ce que peut faire aussi la littérature. Et en dehors de ce genre d'ouvrage aussi, c'est ce que vous publiez régulièrement dans la maison d'édition maintenant, sont aussi des beaux livres. Alors, on a parlé tout à l'heure des livres de Schott, qui sont les plus connus, avec ce côté humoristique et presque encyclopédique. Celui vient de sortir sur le sport récemment. Et puis, il y a ce très beau livre, donc Radioscopie, qui sort là pour les fêtes. Et on trouve qu'une émission que moi, je ne connaissais pas, je dois l'avouer. Je n'ai pas connu cette émission. J'étais plus sur un livre sur le Grand Échiquier qui est sorti aussi, le Grand Échiquier qui va renaître dans quelques semaines. C'est de retrouver des interviews. Alors, il y a à la fois des interviews qui sont réécrites, il y a aussi un CD où on peut les écouter, de personnes aussi variées que Georges Brassens, que Jean-Paul Sartre, que Marguerite Yourcenar. Donc c'est un choix, quand on voit toutes les émissions qui ont été diffusées, qui a dû être assez cornélien pour choisir les plus représentatifs, ou en tout cas entre la littérature, la musique, l'art, tout est là. Et donc c'est là où on voit un petit peu peut-être presque ce devoir de mémoire aussi, de continuer le travail qui a été fait par Jacques Chancel ou d'autres personnes dans l'histoire culturelle française comme ça. Ouais, pardon. Donc on va peut-être laisser, parce que je crois qu'il y a des étudiants qui doivent poser, peut-être qui ont un bus à prendre. Donc s'il y a peut-être des questions, on va peut-être laisser la place aux questions, donc on s'enflamme un petit peu. Donc si vous avez des questions, Adrien va se faire un plaisir de vous répondre. Ah, pardon. Pourquoi c'était à vous d'écrire ces 2 livres ? Ah oui, non, je ne sais pas si c'était à moi de les écrire. En tout cas... Non, mais c'est une juste question, au sens où évidemment que c'est pas. Je suis pas le seul qui aurait pu. Je suis pas désigné, si vous voulez, pour écrire ces 2 livres. Je suis pas désigné pour ces sujets-là, mais ce que sous-tend la question, et pour moi qui est très important, c'est que oui, j'aurais pu prendre l'histoire comme seule, si vous voulez, dans ce qu'elle a d'invraisemblable, dans ce qu'elle a de surprenant, dans ce qu'elle a de romanesque en un sens, et de ne pas me demander pourquoi en un sens. Et dans les 2 livres, finalement, dans le premier, je le raconte ça et là, en disant que, évidemment, que je n'ai aucun lien avec cette histoire, que j'en suis pas, si vous voulez, dépositaire, je ne suis pas un des descendants, mais quelque chose et une force d'attraction sur cette histoire-là qui est venue répondre à un moment particulier et de ma vie, comme si c'était cette nécessité d'une quête extérieure qui allait m'éloigner d'autre chose, et y compris, il pourrait, à ce moment-là, sans absolue ambition d'écrire un roman de cette histoire, sans ambition de peut-être aller simplement chercher et de se fixer comme un but, y compris absurde, qui était celui, je l'ai dit, de s'intéresser à chacune de ces villas et d'aller y découvrir ce qu'il y a de surprenant derrière, ce qu'il y a d'étonnant, ce qu'il y a de comme une expérimentation que la vie allait toujours
nous surprendre dans sa manière de tracer des chemins toujours différents, et que presque j'y trouverais pour moi des réponses plus que dans, je sais pas, spiritualité ou une quête mystique. Je pense y avoir trouvé une partie, en tout cas une manière de me tenir, une manière de penser, qui m'est peut-être propre, en tout cas qui participe de ce chemin d'écriture. Et je ne saurais pas dire pourquoi on se sent, voilà, pourquoi cette histoire plutôt qu'une autre, mais il y a un moment où il devient une évidence, une nécessité, et où c'est tout sauf un passe-temps, si vous voulez. C'est quelque chose qui est central. Et pour Capitaine, ça s'est arrêté sur cette photographie. Ça aurait pu être un autre bateau, si vous voulez. On pourrait jouer à ce jeu-là, on pourrait dire, tout comme ça aurait pu être raconté par d'autres, eh bien, je ne sais pas, à Lisbonne, au même moment, il y a un bateau qui part, il y a Saint-Exupéry dessus, et Jean Renoir. Et il parle pendant toute la traversée de l'adaptation de Vol de nuit. Bon, c'est une très belle histoire en soi, où sur un autre bateau, il y a Duchamp et Simone Weil, la philosophe. Donc, mais cette histoire-là est venue tracer quelque chose à un autre moment, et c'est dans les passages où j'assume la première personne, où je suis en tant qu'observateur, je suis en tant que presque enquêteur, je suis presque en tant qu'écrivain qui recherche à ce moment-là, qu'émergent ces réponses-là dans Capitaine. C'est presque une manière de raconter une enfance aussi, une fratrie, et une manière de déambuler dans les ruines, d'investir des lieux perdus, des lieux abandonnés. Et c'est ce qui revient presque comme une réponse. C'est tout un livre sur l'enfance, bizarrement. Je m'en suis rendu compte qu'en l'écrivant à la toute fin, et en reconstruisant le livre, mais en me rendant compte que j'étais venu là liquider, si vous voulez, une partie d'une enfance, tout comme peut-être que ces histoires ont l'air exotiques, assez loin de moi, mais qu'en fait, elles me sont très intimes, et qu'elles me permettent de raconter ces moments-là sans tomber dans une forme d'impudeur, en tout cas que je ne souhaiterais pas assumer. Voilà. Merci. Est-ce que vous rencontrez les familles, les descendants des personnes connues? Ça, c'est une première question. Et d'autre part, toujours le mélange entre fiction et réalité. Je ne sais pas pourquoi ça me dérange pas du tout pour des anonymes, mais ça me gêne un tout petit peu plus pour des personnages publics, connus, historiques. Et comment on arrive à ne pas tomber, à ne pas se faire accuser de déformer, de raconter des choses qui n'ont jamais eu lieu, qui n'ont jamais dites, etc. Le rapport que j'ai alors, j'ai un rapport à la mémoire familiale, qui est aussi de ne pas prendre pour argent comptant. C'est-à-dire, c'est aussi important de ne pas écrire à la dictée d'une mémoire qui demanderait à être racontée, mais y compris avec sa pesanteur, si vous voulez. Parce que on sait que chaque mémoire, chaque histoire est racontée aussi d'un point de vue. C'est ça qui m'intéresse dans ces traversées, mais dans ces histoires qui s'appuient sur le réel. C'est que chaque personne sur le bateau ou chaque personne dans l'avion est un point de vue dans l'histoire, mais un point de vue, c'est-à-dire un angle, même un angle de vue. C'est comme si là, on avait un événement dramatique ou autre, et moi je serais en train de regarder la porte, j'aurais une vision parcellaire, si vous voulez, vous en auriez une autre, on aurait tous à peu près un canevas précis et concordant, une heure, ce qu'on a entendu, ce qu'on a à peu près vu, et les enquêteurs ou celui qui en fait le récit viendrait comme ça, d'une certaine manière, recouper les informations. Et on sait que dans les mémoires familiales, parfois, il suffit notre grand-père se soit engueulé avec son frère, et il y a une partie de l'histoire qui s'assombrit, qui se raconte autrement. Et je ne considère pas, parce qu'elle vient d'une famille, qu'elle est plus valable ou plus forte, si vous voulez. Donc j'ai toujours ce recul qui est d'éviter de finir par écrire à la dictée d'une histoire déjà écrite et instituée dans une famille. Par contre, de faire l'effort d'enquête pour ne pas raconter n'importe quoi, ça c'est fondamental. Parce que, en plus, je pourrais m'arranger pour prendre des histoires qui sont vraiment très 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 loin. Et alors là, personne, si vous voulez. Mais ces histoires, elles sont il y a quelques décennies, et les descendants sont encore là. Et certains des
passagers sont là. Alors, il en reste plus qu'un ou deux, mais cette mémoire a été transmise, tout comme Lévi-Strauss l'a raconté, tout comme sa femme Monique Lévi-Strauss a aussi est dépositaire de cette mémoire, tout comme Breton, pareil avec Aube. Mais pour le Constellation, les familles des victimes, en 49 en plus, les sœurs ou frères de ceux qui étaient dans l'avion, les frères des paysans basques vivent encore, la sœur d'Amélie Ringler existe encore. Enfin, cette mémoire-là est là pour, si vous voulez, attaquer, et à raison, si c'était une manière comme ça de malmener la vérité. Non, donc moi je me dois cette exigence-là, parce que je l'ai dit tout à l'heure à propos d'une forme, on dit qu'il faut se méfier de la morale en littérature, mais en tout cas dans ce cas-là, je veux pouvoir me tenir droit aussi face à l'événement et ne pas être mis en... aussi parce qu'il y a une forme de... Voilà, cette mémoire n'a pas demandé à être déterrée. À partir de là, j'ai pas de volonté de travestir ou de changer pour faire quoi plus romanesque, pour prouver qu'il y a là comme une intervention romanesque ou fictionnalisée. Je pense que c'est là où, en tout cas, il y a une forme de désinvolture qui peut virer au drame. Donc, c'est après coup que je rencontre, et souvent, c'est eux qui viennent ayant lu le livre. C'est ce qui s'est passé beaucoup pour Constellation, et c'était très heureux. C'était souvent dans les librairies, ça se passait souvent dans les librairies, et c'était parce que l'histoire était nationale, et les passagers venaient des quatre coins de la France, et à Strasbourg, c'était la fille de René Hott, le directeur des Dernières Nouvelles d'Alsace, qui était dans cet avion, et je leur ai appris des choses aussi, en sachant tout à fait que c'était vrai. Par exemple, le rôle qu'a tenu René Hott pendant la drôle de guerre, des choses. Il n'avait pas fait ces recherches-là, ou du moins n'était pas allé jusque-là. Et ça, avec les différents passagers. Et je le fais pas pour je ne l'écris pas pour que derrière on accepte la version, disons, qui serait cette version-là, mais pour Aube Breton, elle a reçu le livre, et lorsqu'elle l'a lu, je ne sais pas ce que j'attendais de sa lecture, mais j'ai eu, si vous voulez, pour moi, la meilleure des réponses. Elle m'a dit « Je ne me souviens de rien ». Elle a aimé le livre, elle l'a dit « Je ne me souviens de rien ». Mais sinon, que ce livre m'a redonné le goût du lait concentré qu'on me donnait à bord. Et étant donné que le livre commence par une phrase qui est pas une phrase de moi, mais qui dit « Nous ne saurions connaître le goût de l'ananas par le récit des voyageurs », et qui dit bien la différence entre le récit et le roman, peut-être, ben, je m'étais dit, je n'aurais pu rêver meilleure réponse d'un des passagers qui me dit, non pas vous m'avez donné le goût de l'ananas, mais du lait concentré, si vous voulez. Et donc non, j'ai un rapport très, très confiant aussi à la confrontation, parce que je sais là où j'ai des risques si vous voulez, et là où j'ai assumé ou pas d'écrire telle version plutôt qu'une autre. Une dernière question sur le métier d'éditeur, peut-être, non ? Merci. Oui, je voulais demander si, dans le métier d'éditeur, finalement, en éditant justement des textes étrangers, le plus difficile, ce n'était pas de trouver le bon traducteur. Non, c'est pas le plus difficile. Il y a vraiment d'excellents traducteurs. Alors, on se constitue au fur et à mesure, tout comme au fur et à mesure, des éditeurs gravitent autour de la maison, finissent aussi par apporter des textes, d'ailleurs, en disant mais moi j'ai lu ça, alors c'est pas toujours meilleur, mais tout à l'heure Sébastien a parlé au nord-est de Tout de Michael Winter. Nous on était passionnés par ce livre-là, et lorsqu'on a demandé les droits à l'agent, il nous a dit alors je tiens juste à vous dire, effectivement il est disponible le livre, mais en plus il y a 2 traducteurs je sais pas, acharnés, qui adorent le texte et qui courent qui proposent ce livre à tout Paris et à tous les éditeurs un peu partout. Donc si vous pouviez au moins leur laisser faire un essai de traduction, parce que franchement je crois que c'est un peu le texte de leur vie. Et donc c'était le couple Arançon,
et qui sont de grands traducteurs, vraiment, qui sont très reconnus. Et c'est un couple de traducteurs. Il se trouve qu'on a aussi un couple de traducteurs pour Mordecai Richler, c'est Laurie Saint-Martin et Paul Gagné, à la ville. Et voilà. Et on a eu cette chance parce que au nord-est de tout, c'était les meilleurs traducteurs pour ce livre-là, après un essai qu'on leur a fait faire. On fait toujours un essai, on travaille pour certains plus d'essais parce que c'est devenu des traducteurs de la maison. Hélène Cohen, une traductrice dont on a publié les premières traductions. Et désormais, elle traduit pour Gallimard. À la rentrée, elle a traduit le livre de Lisa Hallyday. Je crois pour Rivage aussi, maintenant elle traduit. Et c'est quelqu'un qui s'est construit aussi autour de la maison et de Nelly Bly. Ça a été la traductrice de Nelly Bly. Elle nous a fait un essai qui était vraiment génial. Elle avait tout de la voix. Par contre, on fait vraiment attention à ne pas se tromper par les essais, par des échanges, pour ne pas se retrouver 6 mois après avec une traduction qu'on regrette, sur laquelle on va intervenir outre mesure et qui n'est plus la voix d'un traducteur, ni est très éloigné de l'auteur. Et ça, c'est le pire des cas. Ça nous est arrivé 1 ou 2 fois. Et on veille à avoir une communauté de traducteurs en qui on a confiance. Maggie Nelson, par exemple, qu'on publie. Il y a Céline Leroy qui traduit le prochain. C'est des traducteurs avec qui on aime aussi échanger sur les livres. Donc non, c'est pas le plus difficile. Par contre, il faut être... faut travailler en bonne intelligence pour qu'ils aient aussi le souhait de continuer, tout comme nous. C'est un dialogue constant. Bien, merci à tous. Et donc vous pouvez encore échanger avec Adrien au stand de Pages et Plumes. Merci beaucoup. Bonne soirée.